la dernière partie de notre journée. Donc, on va écouter notre amie Fatia Nakal, qui est formatrice, accueillante et responsable donc, des actions d'accompagnement socio-professionnel à l'AFT, et qui a la pratique de recevoir donc, des personnes qui lui apportent des situations. Donc, et elle va nous donner quelques exemples des personnes qu'elle a rencontrées et des cas auxquels elle a donc desquels elle a pris connaissance. Merci. Bonjour, rebonjour. Je vais prendre la parole. Déjà, pour commencer, je vais reprendre les propos, le constat qui a été fait par Migration Santé dans sa présentation rédigée. Les violences faites aux femmes restent encore aujourd'hui une réalité brutale et omniprésente. Elles s'exercent dans toutes les sphères de la société, à tous les âges de la vie, sans distinction de milieu, de classe ou d'origine. Ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, institutionnelles ou économiques, touchent profondément non seulement les corps, mais aussi les identités, l'équilibre psychique et les trajectoires de vie. Partant de ce constat, j'ai décidé de prendre la parole de la manière suivante. Déjà, je tenais à me présenter. Donc, je suis formatrice dans le cadre des formations civiques. Donc, les formations civiques qui sont prescrites par l'OFII, l'Office français de l'immigration et d'intégration. Et ces formations sont obligatoires pour un public étranger signataire du contrat d'intégration républicaine. Donc, dans ce cadre-là, on reçoit un public étranger, quand je dis étranger, qui vient de par le monde. Ça peut être des Sud-Américains, ça peut être des Africains, des Européens aussi, du Proche-Orient, Moyen-Orient. Et dans la structure où je travaille, l'AEFTI, on travaille déjà, je précise, à Amiens, c'est dans la Somme. On fait aussi de l'accompagnement RSA. Donc on accompagne des personnes bénéficiaires du RSA dans leur parcours d'insertion professionnelle. Donc à l'AEFTI, je suis amenée à rencontrer un public hétérogène. Et dans ma pratique, j'ai pu recevoir différents profils, différentes personnes. Et j'aimerais témoigner en vous racontant trois histoires significatives qui illustrent justement le fait que les violences faites aux femmes, on les retrouve dans différentes sphères. Elles n'ont pas de comment ? Ça fonctionne ? Ouais, c'est bon. Donc, elles n'ont pas de... C'est sans distinction, comme le disait dans Migration Santé dans sa présentation, sans distinction de classe, de milieu, d'origine. La première histoire que je voulais vous raconter, c'était celle d'une jeune fille que j'ai rencontrée dans le cadre de la formation civique, qui a à peu près, c'était récemment, c'était il y a 3 mois, qui a une vingtaine d'années, qui est en France depuis quelques mois, qui rejoint son compagnon français. Cette jeune fille, on la reçoit dans le cadre de la formation civique. Elle fait sa formation, ce jour-là, ce n'était pas moi qui étais la formatrice. Mais l'interprète, en arabe, parce que cette jeune fille ne parlait pas le français, l'OFII commande des interprètes quand il le faut. Donc l'interprète en langue arabe m'interpelle et me dit, cette jeune fille, je vais l'appeler Hanan, elle vient me voir, elle me dit, Hanan m'a fait part d'une situation qui est caractéristique de violence. Fatia, il faudrait que tu la vois. Donc à la fin de la formation, je reçois cette jeune fille et elle me parle avec l'intermédiaire de Souad qui est interprète en langue arabe. Cette jeune fille qui, déjà au début, elle ne savait pas comment me dire les choses. Souad lui dit parle, sois en confiance, même elle ne m'avait jamais rencontré cette jeune fille. Donc elle me dit que le samedi, la police est intervenue chez elle. On était un lundi, la police était intervenue le samedi avant ce lundi. Donc elle me dit que la police est intervenue parce que les voisins ont appelé la police. Cette jeune fille était frappée par son compagnon, par son mari. Ce n'était pas la première fois, mais elle n'avait jamais contacté, elle n'en avait jamais parlé à personne. C'est l'intervention de la police par appel des voisins
qui ont fait que cette jeune fille a pris conscience de ce qu'elle vivait. Quand je l'ai reçue, je lui ai dit « Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et elle m'a dit clairement « Je ne veux pas rentrer, mais je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi faire. » Tout de suite, une fois qu'elle avait exprimé son besoin, ce qu'elle attendait de moi, je lui ai dit, je peux contacter une association. Sur Amiens, on a une association qui s'appelle Agena. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc cette association est spécialisée pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Donc j'appelle Agena pour trouver un hébergement d'urgence. Agena me dit d'appeler quand même le 115 auparavant et de les rappeler tout de suite après, chose que j'ai faite. Et très rapidement, j'expose la situation à la personne que j'ai eue à Agena et je lui dis clairement, là, qu'est-ce que je fais pour cette jeune femme? Est-ce qu'elle peut être prise en charge dès maintenant? Agena dit la personne que j'ai eue chez Agena me dit qu'elles peuvent proposer un rendez-vous. J'ai la jeune fille en face de moi qui me dit qu'elle voudrait être reçue le jour même, mais il était 4h30 de l'après-midi. Donc j'expose la situation telle qu'elle est. La jeune fille m'avait montré des photos et la police de toute façon a bien constaté qu'elle avait subi ces violences. Agena me dit tout de suite, on peut vous envoyer maintenant une assistante sociale. Si la jeune fille ne sait pas parler, est-ce qu'on peut faire appel à votre interprète? Je lui dis bien évidemment, venez maintenant. Ils arrivent vers 5h30, ils ne sont pas venus tout de suite. Et là, l'assistante sociale a procédé à un entretien avec cette jeune fille et tout a été très vite. Cette jeune fille a pu bénéficier d'un hébergement d'urgence chez Agena et j'ai des nouvelles de cette jeune fille. Elle bénéficie d'un accompagnement, elle a un studio auprès d'Agena qui a un CHRS et les démarches, elle va être accompagnée dans toutes les démarches relatives aux démarches administratives par rapport à son statut, mais également par rapport au divorce, parce qu'elle va engager une procédure de divorce. Cette jeune fille, Hanan, ce que je retiens de sa situation, c'est le fait que s'il n'y avait pas eu l'appel de ses voisins, je ne sais pas si elle aurait pris... parce que ce n'était pas la première fois qu'elle subissait ces violences. Je ne sais pas si elle aurait pris conscience de ce qu'elle vivait et si aujourd'hui elle ne serait pas encore aux mains de son agresseur. Donc c'est une jeune fille d'une 20aine d'années. Je vous raconte une autre histoire, une dame entre 40 et 45 ans que je reçois dans le cadre de l'accompagnement RSA. Donc c'est un accompagnement obligatoire. Les personnes sont convoquées, elles doivent se présenter. Donc je convoque cette personne, on m'indique, je prends son adresse, je la convoque, elle se présente au rendez-vous. C'est une jeune femme qui ne parle pas le français, qui vient du Soudan, qui est signataire, je l'apprends, du contrat d'intégration républicaine. Donc je vais la voir et la connaître sous deux angles. Donc cette femme se présente à moi et elle ne comprend pas pourquoi elle est là. Je fais appel à notre interprète, bien évidemment. Elle ne comprend pas l'objet du rendez-vous, elle ne sait pas ce que c'est le RSA. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Et là, je m'aperçois que cette dame a une méconnaissance totale des ressources de la famille. Elle est mariée, elle a 2 enfants, elle ignore totalement les ressources de la famille. Donc je lui apprends ce que c'est le RSA, je lui explique que c'est ce qu'elle perçoit comme prestation sociale, mais qu'elle perçoit d'autres prestations sociales. Elle l'ignore totalement. Elle l'ignore totalement parce que ce n'est pas elle qui s'occupe de tout ce qui est financier à la maison. Elle n'a pas accès à cela. Donc elle est surprise, et elle est surprise aussi parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle est choquée de la somme que je lui annonce et elle essaie de comprendre ce que c'est le RSA, les prestations sociales, etc. Donc elle tombe des nues. Je la revois par la suite en formation civique où on aborde les droits et les devoirs des résidents et des citoyens français, où on parle de santé, de parentalité, de logement, d'emploi. Vient par la suite, comme je vois que madame a un besoin, elle l'exprime, elle ne connaît rien. Elle me le dit tel quel, je ne sais pas, je ne connais rien.
Et elle part aussi sur des schémas qui sont les siens, quand elle m'a parlé du fait qu'elle ne connaissait pas les ressources de la famille, elle disait c'est monsieur qui s'en occupe. Et ça lui paraissait tellement normal. Donc, je commence à la connaître parce que je l'accompagne dans 2 dispositifs. L'accompagnement RSA, où je la vois plus régulièrement, mais en entretien, mais également en formation civique. Au fur et à mesure, elle prend conscience de l'importance d'apprendre la langue. De toute manière, elle est obligée de suivre les formations linguistiques dans le cadre de la signature du contrat d'intégration républicaine. Mais ça ne sera pas suffisant, je le sais, elle le sait. Il faut, après cette formation linguistique avec l'OFI, je l'encourage à continuer ses efforts d'apprentissage de la langue, consciente que ça ne pourra que l'aider dans son autonomie. Mais elle me dit, la formation linguistique, il me l'a laissé faire, monsieur, l'a laissé faire parce que c'était obligatoire. Mais elle n'est pas certaine qu'une autre formation, il acceptera. Je lui dis que là, il faut bien entendre, il faut bien aussi, et c'est terrible ce que je lui dis, faire peur à monsieur, que ça s'inscrit dans un cadre d'insertion professionnelle. C'est obligatoire d'être dans des démarches d'insertion professionnelle et monsieur n'a pas son mot à dire. Et c'est votre droit si vous le souhaitez. Elle me dit oui, moi je veux continuer à apprendre. Je dis on va lancer les démarches d'inscription auprès des centres de formation. Les choses se font, mais je devance, parce que c'est la formation que je lui ai trouvée est une formation rémunérée par le conseil régional, je devance les choses, je lui demande si elle a un compte bancaire. Elle n'en a pas. Je lui dis, on va ouvrir un compte bancaire. Je lui dis ça parce que j'ai conscience que si elle donne le RIB de monsieur, elle n'aura pas accès à ses ressources. Donc, elle ouvre un compte bancaire. On lui fait ouvrir un compte bancaire. Elle reçoit les prestations sur ce compte bancaire. La formation financée par le conseil régional, ce n'est pas non plus des montants très élevés, mais c'est quand même ça. Par la suite, quelques temps plus tard, je reçois madame et elle m'indique clairement que monsieur n'est plus là depuis 2 mois. Que monsieur n'est plus là depuis 2 mois, qu'il est parti. Il est parti faire un voyage. Je lui dis quand est-ce qu'il rentre. Elle me dit qu'elle n'en a aucune idée. Mais ce qui l'inquiète, elle s'est effondrée après en larmes, c'est que sa petite rémunération professionnelle dans le cadre de sa formation linguistique avec la région ne lui permet pas de subvenir aux besoins de tous les jours, le loyer, les charges, etc. Mais là, je lui dis, mais les prestations sociales. Elle me dit, monsieur n'est pas là et j'ai pas accès au compte. Donc là, elle me dit qu'elle est dans une situation catastrophique, elle a une fille qui est en situation de handicap. Le responsable, celui qui perçoit les prestations, c'est monsieur. Monsieur n'est pas là. Madame n'a pas d'accès au compte. Madame ne sait même pas quel est le compte. Quelle est la banque, excusez-moi, quelle est la banque. Je contacte la caisse d'allocation familiale. Je demande que la situation soit traitée en urgence pour faire un changement de responsable du dossier. Je demande également que le compte soit celui de madame, sur lequel sera versées les prestations sociales. La CAF prend la mesure de la situation et me dit que sous 48 heures, c'est des délais extrêmement rapides, sous 48 heures, le nécessaire sera fait. Le nécessaire a été fait. Monsieur n'est pas réapparu au bout de quelques mois. Il a eu la surprise par la suite de s'apercevoir qu'il n'était plus responsable du compte du dossier au niveau de la caisse d'allocation familiale. Si je m'arrête sur cette dame, c'est parce que c'est souvent le cas dans les violences conjugales. Il y a eu cet empêchement à madame d'accéder à ses droits, mais aussi de l'enfermer d'une certaine manière dans l'ignorance de ses droits. Le fait de refuser qu'elle fasse des formations, notamment. Je vais continuer mon propos et je vais vous parler d'une 3e situation. Une dame
que j'ai rencontré dans le cadre de la formation civique, diplômé en Algérie, universitaire, diplômé, qui est venu en France pour rejoindre son époux français, chef d'entreprise. La femme, lorsque je la rencontre en formation civique, est enceinte. Elle ne va pas tarder à accoucher. Elle suit la formation civique. Et à la fin de la formation civique, lors de la 4e journée, on remet une attestation aux personnes. Et après, pendant quelque temps, je n'ai pas de nouvelles de cette dame. Elle reprend contact avec moi, par mail, parce qu'ils ont mes coordonnées. Et cette dame me fait état de violence. Elle me dit qu'elle n'a pas de téléphone parce qu'il lui a été confisqué, qu'elle ne sait pas quoi faire. Donc, elle me dit qu'elle prend contact avec moi par mail, qu'elle s'est isolée dans la chambre, qu'elle a pris l'ordinateur et qu'elle avait gardé mes coordonnées, qu'elle m'a envoyé ce mail. Cette dame, quand j'ai pensé à ma prise de parole, elle m'est revenue tout de suite à l'esprit. Et quelque chose m'est revenu, c'est que quand elle venait en formation, quelque chose m'avait interpellée. Mais comme quoi, ce qu'un couple peut renvoyer n'est pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Monsieur venait le midi lui apporter à manger. Et était particulièrement avenant. Et je me souviens d'avoir fait la réflexion à la dame, il est très attentionné. Et elle m'avait fait un petit sourire, mais sans rien dire. Sans rien dire. Et quand elle m'a écrit cela, j'ai tout de suite repensé à cette séquence où je l'ai vu, ce monsieur venir tous les midis, lui apporter le déjeuner, être particulièrement attentionné et avenant. J'échange avec cette femme par mail et elle me dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Je prends contact, je lui demande si elle peut prendre contact avec Agena. Elle me dit qu'elle n'a pas de moyens de communication, elle ne sait pas. Je prends contact pour elle à Agena. Agena me pilote, me dit, si là, cet instant-là, il y a une menace qui pèse sur elle, il faut contacter la police. Je continue à communiquer avec elle par mail. Elle me dit que là, tout est calme, qu'il est de son côté, elle est de son côté. Mais qu'elle craint et elle sait que ça va se reproduire, parce que ce n'est pas la première fois qu'il est violent avec elle. Nous échangeons. Elle me dit qu'elle ne veut pas appeler la police. Parce que là, il n'y a pas lieu. Je synthétise. Pour l'instant, elle ne veut pas appeler la police. Elle ne veut pas porter plainte. Mais elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'une association qui peut l'aider. Donc, on reste plusieurs jours comme ça en communiquant par mail. Je lui demande si elle a récupéré son téléphone. Elle m'a dit oui, il me l'a rendu. Je lui dis qu'elle peut me contacter et qu'on peut échanger autrement que par mail. Un soir, elle m'interpelle, elle me dit « Il a été violent avec moi. Il a été de nouveau violent avec moi. » Je lui dis d'appeler la police, que je m'occupe d'appeler Agena, qu'Agena peut venir jusqu'à son domicile. Elle me dit qu'il a pris de nouveau son téléphone. Je lui dis « J'appelle la police pour vous. » Elle me dit « Non, je ne veux pas. » J'appelle Agena, je lui dis « On fait quoi? Est-ce que j'appelle la police malgré... Je contacte toujours par mail avec cette dame qui me dit c'est calmé, il est reparti dans son côté, etc. Et malheureusement, j'ai gardé contact avec elle parce que j'avais toujours peur, je lui demandais comment ça allait, etc. Il y avait des périodes d'accalmie. Et là, ce que je retiens, c'est que j'ai voulu, parce que comme disait tout à l'heure c'était Madame Gounbey, on ne peut pas obliger les personnes à faire des démarches, à porter plainte, à quitter celui qui les violente. Quelque temps après, tout ça s'est joué sur une dizaine de jours. Elle m'envoie un mail en me remerciant, en m'indiquant que monsieur lui avait présenté ses excuses, qu'il lui avait offert un bouquet de fleurs et des chocolats, et que cette fois-ci, il avait compris qu'il ne devait plus la toucher,
et qui lui avait promis que ça n'arriverait plus. Je lui ai demandé, est-ce que c'est la première fois qu'il lui avait fait cette promesse? Elle m'a dit non. Mais elle m'a dit que cette fois-ci, il avait réellement pris conscience, qu'ils avaient longuement parlé et qu'il avait réellement pris conscience de son comportement et qu'il lui promettait que ça n'arriverait plus. J'ai quand même pris de temps en temps de ses nouvelles, elle me disait que ça allait. 2 ans se sont écoulés. Le 27 octobre, je l'ai bien en tête parce que le 25 octobre, je perdais mon frère. Le 27 octobre, je reçois un mail de cette dame. À votre avis, que s'est-il passé? Les violences ont continué. Les violences ont continué, mais cette fois-ci, elle a pris contact avec Agena. Et elle me demandait si je pouvais témoigner, si j'avais gardé les échanges que nous avions eus par mail. Tout ça pour illustrer qu'effectivement, là je vous ai donné 3 exemples, 3 histoires. Une jeune fille d'une vingtaine d'années, une autre de 40-45 ans, bénéficiaire du RSA, une autre diplômée universitaire, mariée à un Français, chef d'entreprise qui plus est, pour vous dire qu'effectivement, les violences faites aux femmes touchent toutes les sphères de la société. Ça, c'est la première partie de ce que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, ça se joue au niveau de ce que j'ai pu observer en matière de mentalité. Et la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est aussi un travail de pédagogie sur les mentalités. Je vous dis ça parce que dans le cadre de la formation civique, j'ai pu, lors de débats et de discussions avec le public, je rappelle que c'est un public hétérogène, qui vient de pays divers et de différents statuts sociaux. J'ai été frappée par certains propos que j'entendais quand on parlait de contraception, quand on parlait de consentement des rapports sexuels au sein du couple, de ce que je pouvais entendre des hommes. Les trois quarts des hommes, en matière de contraception par exemple, ne comprenaient pas que les hommes n'avaient pas leur mot à dire lorsque la femme prenait une contraception. Les 3 quarts des hommes avaient des propos très tendancieux lorsqu'on parlait du viol conjugal et de la notion de consentement. En tant que formatrice, mais en tant que femme également, et en tant que citoyenne, quand j'entendais ces propos-là, je me disais que le sujet qu'est le nôtre aujourd'hui ne devrait pas être un sujet uniquement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Alors il y a des hommes, on en a ici présents aujourd'hui, qui sont à l'initiative de cette journée, mais je me dis que le combat, parce que c'est un combat qui est mené, doit être mené par l'ensemble des citoyens et qu'il y a un travail énorme à faire au niveau des mentalités. Je n'irai pas plus loin, je vous remercie pour votre écoute. Merci.